regarder en podcast. Au sommaire de cette émission qui va être riche et variée, deux auteurs. Le premier, dit Nantais, il s'appelle André Helleboud et il nous parlera d'une maladie chronique insupportable dont il a fait un livre, la fibromyalgie. Ce livre s'appelle Le rivage Nociens-Sater. Il a été publié aux éditions Chloé Délice. Deuxième auteur à passer dans l'émission, c'est Luc Baba qui vient de recevoir le prix prestigieux Marcel Thierry. Et il nous présentera son livre qui évoque également l'hôpital, puisqu'il y a passé tout un trimestre entre la vie et la mort. Ça s'appelle Chronique d'une échappée belle et c'est édité aux éditions Malmström. Karine Laure-Deguin nous amènera chez un peintre Carolo de réputation européenne, Charles Svikowitz, et Marc Kageber lui poursuivra son histoire de la littérature belge. Il est arrivé à la période du roi Albert Ier, juste après la Première Guerre mondiale et la Révolution russe de 1917. C'est une période qu'on a appelée la Belle Époque, et bien nous verrons pourquoi. L'artiste, humoriste, saltimbanque, comédien, etc. de l'émission cette fois-ci, bien c'est Yuri Garfenkil, il vient de passer au fou rire et Alain Majorotte se fera un plaisir de vous le présenter. Mais avant toute chose, je vous propose de regarder les news. Karine, on est ici dans le parc, c'est un grand mot. Oui, mais non, c'est pas un grand mot, hein, Bob. Il y a un parc ici derrière, et puis on a la Sambre. Bon, il y a un très beau parc ici derrière le château. La Sambre est derrière nous. La Sambre est derrière nous. Avec des péniches qui passent de temps à autre. Avec des péniches, oui, de beaux capitaines aussi. Oui, ça c'est autre chose. Mais non, mais c'est vrai, il faut le dire. Hein. Et ça ici, peut intéresser quand même. Et ici c'est le château. C'est le château Marguerite, c'est le château Bilquin de Cartier. Oui. Qui a été traversé 3 fois par Marguerite Yourcenar. Donc la bibliothèque qui se trouve dans ce château porte son nom. C'est la bibliothèque Marguerite Yourcenar, BMY. Pourquoi est-ce qu'on est ici aujourd'hui? Ah ben ça c'est la grande fête bientôt. Hein. Oui. Bientôt la fête au château. Les dates? Oui, donc le dimanche 9 décembre, entre 11h et 18h, ce sera le 7e salon du livre de Charleroi, dit Alchimie du livre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une bibliothèque à tendance philosophique aussi, et il y a vraiment toutes sortes de livres, et donc voilà. L'alchimie, c'est un très beau mot. Ça fait combien de temps Quoi donc? que tu fais ce salon du C'est livre? notre 7e année, Bob. Déjà? Déjà, la première année c'était en 2012. On était là. On était là, on était tout jeunes, on marchait à peine, on balbutiait quelques mots, et maintenant voilà, on a mal aux jambes, on vieillit, et c'est notre 7e année. Et dis-moi, tu sors de où là? C'est le passage secret des oubliettes. Et Marguerite est là aussi? Marguerite est là, en fait. Embaumée. Tous les écrivains qui sont un peu gênants pour Serge Budasi, il est à plat. Mais nous, on a un passage secret, on ressort quand même. Parce que toi, tu étais dedans aussi. Ah oui, il me faut pas quelquefois dedans, bien sûr. Je suis pas toujours sage. Dis-moi, en général, chaque année, vous avez quelqu'un qui est un petit peu l'auteur en pointe. Oui. La fois, c'était Wilbert, je crois. C'était Francis Danemark et Oui. Véronique Biefno. Ah oui. On a déjà eu Evelyne Wilwert, Oui. Daniel Charneux aussi. Et cette année? Et cette année, c'est Arnaud Delacroix. C'est qui ça? C'est qui ça? Et Arnaud Delacroix, c'est quand même un nom très connu en Belgique. Il est philosophe, historien. Il a écrit pas mal de livres, des essais. C'est un spécialiste du nazisme et de la Deuxième Guerre mondiale. Et il vient nous présenter notamment son dernier essai, paru aux éditions Racine. C'est Himmler et le Graal. Ah, il y a combien d'auteurs? Parce qu'au départ, c'était tout petit. Et puis petit à petit, ça prend de l'importance, ce salon. Il y a toujours une quarantaine d'auteurs et quelques maisons d'édition, dont les éditions Le Coudrier, les éditions Mémogramme, les Lettres Assassines, les éditions du Pays Noir. Tous des gens qui sont déjà passés dans l'émission. Tous des gens qui sont déjà passés dans l'émission, oui, mais bon, on accueille tout le monde. Une dernière remarque,
Tout est gratuit, je crois. Hein. Tout est gratuit pour les auteurs et les éditeurs également. Les boissons aussi? Ah non, pas les boissons. Et bon, on soulignera que la petite restauration est bio par la ferme Michaud d'Amsureur. Et ben voilà, on a tout dit. Pour se refaire une santé. Plus de doute. Le Salon du Livre de Mons est bien devenu, et de très loin, le plus grand événement littéraire de Wallonie, surtout si on tient compte du fait que cette année, ni Tournai la Page, ni le Salon du Livre belge d'Uccle, ni celui de Blény près de Liège n'auront lieu pour des raisons diverses, financières, politiques ou tout simplement par démotivation suite au manque de public. Ce ne sera sûrement pas le cas ici, dans l'immense hall du Mons Loto, car il y avait foule, et ce, dès l'ouverture à 10h du matin, et précision importante, des visiteurs qui achetaient les livres proposés par plus de 150 éditeurs, parmi lesquels, signe des temps, de plus en plus de petits auto-éditeurs. Catherine Hoquet, la présidente, y est pour beaucoup, disons même pour tout, sans oublier son équipe qui depuis 2014 œuvre toute l'année pour préparer ce Barnum qui fait déjà penser à la grande foire internationale du livre de Tour et Taxi à Bruxelles. En tout, 400 auteurs pour un public qui devrait dépasser cette année le chiffre impressionnant de 7000 personnes. Bon, l'entrée est gratuite et la liste des invités alléchante. Gabriel Ringlet, Armel Job, Jérôme de Warzé, Pierre Coran, Francis Danemark, Éric Russon, Bruno Coppens, autant d'écrivains que nous vous avons déjà présentés dans l'émission. La fibromyalgie est un mal étrange, véritablement handicapant. C'est du côté de Dinan que nous avons rencontré André Hellegood qui vient de publier aux éditions Chloé Délice un premier ouvrage dans lequel il raconte cette maladie dont il souffre depuis maintenant plus de 15 ans. En gros, il s'agit d'une inflammation de toutes les articulations des plus évidentes comme les poignets par exemple ou les pieds jusqu'aux doigts ou même la mâchoire. Un syndrome car les médecins ne savent pas comment cela arrive ni comment la soigner. Même les calmants ne fonctionnent pas, donc il faut subir cette maladie, vivre avec. Manger me fait mal, explique-t-il. Même tenir en main un livre est pénible. Ça fait comme des décharges électriques, parfois même ça brûle. C'est un véritable handicap qui touche entre 2 et 3% de la population, dont 3 quarts sont des femmes. En fait, tu es pensionné depuis le 1er avril, c'est ça? Oui, depuis 6 mois. Oui. Et tu étais un des responsables du centre culturel de Dinan. Dans mon dernier boulot, oui. Ton dernier boulot. 3 enfants, Oui. des petits-enfants. 5 petits. Tu as une belle maison, Oui. tu viens d'être pensionné, Oui. tu es heureux quoi. Je suis heureux, mais je suis en mauvaise santé. C'est une autre chose, mais enfin, hein. Oui. Mais un jour, il se passe quelque chose. Ah oui. Et c'était quand? Il y a une quinzaine d'années, je crois. Oui, autour de l'an 2000. J'ai passé le tournant de du millénaire à ma manière. Voilà. Et tu as écrit un bouquin Oui. qui parle de ça. Oui. Mais qui a un titre, je trouve, biscornu. Oui. Parce que ça s'appelle... Le rivage d'un océan sans terre. Un océan sans terre n'a pas de rivage. Eh bien voilà, c'est bien ça. C'est d'ailleurs extrait d'un des textes que j'avais écrit dans le livre. C'est pour dire qu'à un moment donné, on ne sait plus où on est. Mais dans ton bouquin, tu parles Oui. de ce qu'on pourrait appeler une maladie, mais tu Oui. dis que ce n'est pas une maladie, c'est Non. un syndrome. Oui, ben, Et- ça c'est la science qui dit ça. Enfin, la science dans ce qu'elle ne sait pas. Donc, tant qu'on ne sait pas ce que c'est pas une maladie. Donc on ne sait pas ce que c'est. C'est un ensemble de problèmes, en fait. Ouais. Neurologiques, clairement, dégénératifs
On ne le sait pas. Enfin, moi, j'espère pas. Ça vient pas du cerveau. On ne sait pas. En fait, il semblerait qu'il y ait une exacerbation des messages de douleur envoyés au cerveau. Pourquoi? Certains disent qu'on a mangé la banane par les deux bouts et donc on a trop tiré sur la corde. Voilà. Or, j'ai eu une jeunesse fort occupée, pas uniquement en guindaille, je veux dire, je me suis beaucoup engagé. D'autres disent que c'est une justification d'une dégénérescence de contact neurologique, mais sans savoir pourquoi. C'est une sorte d'inflammation de toutes les articulations. Oui, mais qui ne se montre pas dans tout ce qui est examen médical, comme scanner et des histoires pareilles. On ne voit pas. Il y a d'entrer ici, il y a une demi-heure, on a discuté, tu m'as servi le café et tout, tu me donnes l'impression d'être en pleine santé. Mais de toute façon, oui, c'est-à-dire que moi j'ai pris le principe, après, j'ai pris dans la figure, pour parler poliment, il y a maintenant quelques années que j'ai décidé de ne plus me plaindre. Parce que se plaindre, pour moi en tout cas, c'est vraiment se subir une deuxième fois. C'est d'en avoir l'impression, pourquoi moi? J'ai rien fait pour avoir ça. Mais ce matin, par exemple, quand tu t'es levé, tu as eu mal? Oui. Si tu pouvais prendre une photo de mes jambes, elles sont croisées l'une dans l'autre avec les pieds pliés, eh bien j'ai mal aux orteils, j'ai mal aux genoux, j'ai mal à l'articulation de la hanche, j'ai mal aux épaules, oui. C'est un mal supportable ou bien... Je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, parce que je pense que c'est très personnel comme problème de santé, je crois vraiment que on n'est pas deux à avoir les mêmes symptômes, on n'est pas deux à avoir le même moral, parce qu'au-delà du problème physique, il y a le problème mental. Moi qui ai toujours été un peu un vent en guerre, tout d'un coup tout devenait problématique. Ça, c'était pas moi, ça. J'avais peur de ceci, j'étais anxieux, je me réveillais la nuit, le sommeil tout le camp, parce qu'à un moment donné, en effet, tous les liens qu'on a pu faire sont aussi impactés par la maladie, en ce sens que je devenais méfiant, je devenais critique, je devenais un emmerdeur, un râleur. Ça, c'est le danger, hein. Ah oui, oui. Et donc, ça, je n'étais pas. Donc, je suis devenu plein de choses que je n'étais pas, en plus de la douleur. Et tu t'en es rendu compte et maintenant tu réagis alors? Oui, et je rends grâce, si je peux le dire comme ça, parce qu'en anglais, rendre grâce, c'est dire merci. Je rends grâce à ma femme d'avoir été quand même d'une patience, d'une grande patience. Et pour essayer de comprendre ensemble, j'ai essayé, je me rappelle au début, quand elle ne me demandait pas comment j'allais, je râlais, et quand elle me le demandait, elle m'emmerdait, quoi. Alors, à sa place, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et puis, à un moment donné, alors, le sommeil qui fout le camp, les jambes sans repos. Par exemple, j'use, pendant la nuit, un drap de lit de dessous en 6 mois. Il est troué, tellement je pédale la nuit. Donc, il a fallu acheter 2 matelas, acheter 2 couettes, parce que sinon, Christine ne dormait plus, quoi. Je ne parvenais plus à débrayer en voiture. Cette saloperie, ça s'appelle fibromyalgie. Fibromyalgie, oui. Myalgie. Donc fibro, les fibres, donc tout ce qui est ligament, les muscles, et puis algie, la douleur. C'est ça. Et donc, quelque part, tu as dit, ou quelqu'un a dit, je ne sais plus, quand j'ai lu, que en fait, 2 à 3% de la population le subit, peut-être dans des conditions un peu différentes, ou peut-être semblables, ou parfois différentes, et parmi elles, 3/4 de femmes, entre 40 et 45 ans. Et j'ai souvent l'habitude de dire que c'est la part de féminité en moi, ça. La première fois que tu as ressenti ça, donc il y a une quinzaine d'années, c'était au poignet. Oui, sortir de la baignoire. Explique tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais plus plier. Je veux dire, quand on a marché beaucoup, quand on a fait un effort physique, on a des douleurs. Eh bien, c'est les mêmes, mais de manière beaucoup plus forte, avec cette sensation particulière d'un état grippal. Comme si chaque fois qu'on fait quelque chose, on est épuisé. Donc, il y a la douleur chronique, la fatigue chronique. Alors là, il m'arrivait au boulot, comme j'étais relativement libre de mes mouvements, je revenais dormir 3 heures ici l'après-midi. Et je n'étais pas du tout reposé. En fait, tu as mal à toutes les articulations. J'ai mal aux articulations. Quand je mange, j'ai mal à la mâchoire. Donc même manger te fait mal. Oui, parfois, oui. Ah oui. Quand je me frotte les yeux, si j'appuie à un moment donné, j'ai très mal. Et tu peux prendre des antidouleurs? Oui, mais ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne sert à rien. Et ça fout ton estomac patate. Et l'esprit. Parce que les anti-ceci et les anti-cela, pour devenir un zombie, je préfère être un emmerdeur par moment, mais en pleine conscience, qu'un zombie qui est insouciant, quoi. Comme
tu ne donnes pas extérieurement, disons, l'impression d'avoir une douleur particulière, tu ne boites pas ou n'importe quoi. J'ai une canne quand même. Une canne. Bon. Mais c'est rien de passer à la canne, tu sais. Oui, ça je veux bien croire, on a l'impression d'avoir un coup de vieux. Bon. Et puis ça se voit. Oui, mais bon, est-ce que les gens s'imaginent peut-être ou bien que tu es très douillet, ou que en fait tu en remets un petit peu Oh, ça, je ne sais pas ce que les gens pensent. En tout cas, le retour sur le bouquin, pour la plupart des gens qui me connaissent, ça a été la surprise, je ne vais pas dire du siècle, mais vraiment une très grande surprise. On ne pensait pas, André, que... Je pose une question, est-ce que ça s'aggrave? Moi, je trouve que ça ne s'améliore pas. Oui, mais... Moi, je crois, oui. Par contre, ben voilà, on fait beaucoup de vélo avec Christine. Donc, je suis parti là au début de ma retraite. J'ai obtenu de ma femme une semaine de congé tout seul. J'étais dans les Alpes marcher, mais je ne fais pas des sommets. Je marche 3 heures, 3 heures et demie. Ça te fait mal? Ah oui, et le lendemain, oui. Donc c'est toujours le surlendemain que ça fait mal. Il n'y a pas tellement longtemps que je sais dire simplement à Christine, j'ai mal, je ne suis pas bien, j'ai pas le moral, parce que c'est l'image de l'homme. Hein. Oui. Par rapport aux enfants, c'est l'image du père. Le père n'a pas mal. C'est l'image du handicap. Oui, à contrario. J'ai noté un truc qui m'a fait sursauter. Tu dis quelque part, je ne sais plus tenir un livre. Oui. Ce qui fait que j'ai acheté une liseuse. C'est incroyable. Donc tu ne sais plus tenir en main un bouquin et tourner les pages. Ah non, ça fait mal. Hein. Je veux dire... on ne peut pas s'imaginer, c'est ça? C'est-à-dire, on ne peut pas s'imaginer tout ce qui... Déjà, tu as mal quand tu manges. Oui. Quelque chose tout ce qui est préhension fine est difficile. Bêcher, enfin, je ne le fais plus. Mais travailler au jardin, je me suis construit, on verra tout à l'heure si tu veux, un potager en hauteur. Oui. Parce que ça me manquait ce contact avec la terre. Et donc maintenant, j'appelle ça mon caveau. Oui. Ça fait 3 mètres sur 1,50 mètre et je cultive. Là, on a vraiment des légumes tout l'été parce que j'ai ce besoin. Je ne voulais pas perdre tous les plaisirs que j'avais. On a refait du vélo, on a dû acheter un vélo électrique. J'ai dû acheter une voiture avec une boîte automatique parce que je n'avais plus débrayer. L'avenir, parce que tu as fait un bouquin qui, à mon avis, est un bon bouquin qui va intéresser... Ce ne sera pas un prix Nobel, hein, de littérature. Ça n'a rien à voir. Non. Tu as fait un bon bouquin qui va intéresser beaucoup de gens sur un sujet dont on parle peu et qui n'est pas très connu. Non. Donc c'est un bouquin original, il est bien écrit et c'est un bouquin qui va intéresser des tas de gens. Ça c'est clair. Donc, il a intérêt à ce qu'on sache qu'il existe. Oui. C'est un petit peu pour ça qu'on est ici. Oui. Mais ton prochain bouquin, si tu continues à écrire, tu ne vas pas reparler de la même chose. Non. Donc tu vas devoir inventer quelque chose d'autre. Je ne sais pas si je vais... Tu vas parler de la tuberculose, de la peste. Je ne sais pas si je vais continuer à écrire publiquement, en tout cas. Ce livre, finalement, c'est une manière pour moi de sortir un petit peu d'un anonymat ou d'une réserve ou d'un secret. Je peux constater en tout cas que le fait d'avoir écrit, de m'être dit, a été véritablement libérateur. Et si je pouvais conclure, c'est... Enfin, même si on ne conclut jamais vraiment, c'est de dire aux gens qui ont des soucis de santé, de ne pas hésiter à dire ce qu'ils sont, comment ils sont, sans tomber en effet dans la plainte, parce que ça ne résoudra rien, mais que les gens sachent. Moi, en tout cas, je peux dire que je m'en veux maintenant, en sachant tout ce que j'ai vécu, d'avoir parfois considéré avec un petit peu trop de légèreté et trop d'humour la situation de l'un ou de l'autre. D'abord, il y a la stupéfaction, l'incrédulité, le « ce n'est pas vrai », suivi du « ce n'est pas possible » et de nombreux autres « ce n'est pas ». Il y a le fatalisme, le sentiment d'injustice, la révolte. La révolte, c'est un peu comme une forte colère. Tout le monde est pris dans le feu de son tir, proche ou lointain, ami, amoureux. Je me lâche. Et tant pis pour les dégâts collatéraux. Et cela ne change rien, cela fait juste un peu de bien, mais c'est fugace. Derrière la révolte, il y a la passivité. Que veux-tu que j'y fasse? Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Et puis, un mélange d'un peu tout dans une grande instabilité, un profond déséquilibre. Personne ne semble pouvoir m'aider. Il y a le spécialiste qui reconnaît dans tous les symptômes ceux de sa liste qui font de moi un vrai patient.
atteint de fibromyalgie. Il y a le médecin qui ne croit pas que je puisse être atteint de cette chose-là. Et il y a un autre médecin qui me signale qu'il va tout faire pour essayer de m'en sortir, car la douleur permanente, on ne peut pas l'accepter. Et celui-là qui un jour dira honnêtement, sans doute, mais brutalement, je ne vois pas ce que je peux encore faire pour vous. Oh, il est honnête, ce médecin, mais brutal et douloureux. En fait, je suis seul. L'histoire commence. Les jambes sans repos. Les jambes pédalent toute la nuit ou presque. Si cela arrive en état de réveil, il s'agit d'un état infernal. Les jambes réagissent un peu comme un élastique qui se tend et soudain se lâche. Apparaissent alors des douleurs un peu partout dans le corps, surprenantes, fortes ou très fortes, de durée limitée, suivies, dans la chronologie du mal, de douleurs plus ciblées qui voyagent et perdurent. Articulation des doigts et orteils, hanches, épaules, poignets, chevilles, hypersensibilité de la peau aux différences de température. Dire que ma vie devient pénible est un euphémisme. Mon caractère change. Je deviens facilement contrarié, d'humeur inégale. Mon paysage physique et mental se détériore. La présence d'une famille, épouse et enfants, très attentive, est un élément capital d'équilibre dans la vie quotidienne, mais je souffre seul, je me renferme. Et puis, voilà des fatigues surprises et très handicapantes, elles ôtent toute énergie, qui deviendront chroniques. Elles désorganisent tout le fonctionnement du corps, du travail, des loisirs, de la vie. Et si on ajoute au tableau un sommeil très perturbé, des troubles de la mémoire et de l'attention, le tableau est presque complet, car il reste parfois à subir les effets secondaires de certains médicaments. Être mal pour aller mieux. Deswezelken wilde hij dansen, ik ga u even een ei. Wel nee, ik zei dat wezelken, van dansen ben ik vrij. Ik kan niet dansen, ik mag niet dansen. Dansen is onze regel niet, de kindjes en de wezelken dansen niet. Deswezelken wilde gij dansen, ik ga u geven een koe. Wel nee, ik zei dat wezelken, gaan dansen, want ik ben moe. Ik kan niet dansen, ik mag niet dansen. Dansen is onze regel niet, de kindjes en de wezelken dansen niet. Deswezelken wilde wij dansen, ik zal u geven een taal. Wel nee, ik zei dat wezelken, ze is mij dansen niet waar. Ik kan niet dansen, ik mag niet dansen. Dansen is onze regel niet, de kindjes en de wezelken dansen niet. Deswezelken wilde wij dansen, ik zal u geven een man. Wel ja, ik zei dat wezelken, zal al doen wat ik kan.
Ik kan wel dansen, ik mag wel dansen. Dansen is onze regel wel, de geintjes en verwezeltjes dansen wel. Des humoristes qui font du stand-up, eh bien, il en est 10 par mois. Pas de décor, pas d'orchestre, il faut simplement un micro et une scène et hop, c'est parti. Alors parfois c'est moyen, parfois c'est génial. Il y en a trop et souvent trop peu sont bons. Alors avec Yuri, c'est un peu différent parce qu'il a fait l'école du cirque, il fait de la breakdance, il joue de la guitare, il a joué dans la comédie, il a tourné des films publicitaires et en plus, il fait du seul en scène. Nous l'avons rencontré au Fou Rire où il répétait sous la direction de Cathy Thomas, un spectacle qu'il a présenté le 21 novembre devant une salle comble. Alors, ne soupirez pas, si vous l'avez raté, c'est pas bien grave puisqu'il va bientôt entamer une tournée et vous pourrez ainsi le découvrir. Il s'agit d'une interview de notre polichinelle Alain Magerotte. Dans la vie, moi j'aurais bien été boxeur. Fastoche. Ou philosophe, parfois. Au plus j'avance, au plus j'ai l'impression de faire du surplace. Mais le principal, c'est que je ne recule pas. Chanteur. Ou humoriste. C'est l'histoire d'un mec qui va avec son chat chez le vétérinaire. Et le vétérinaire lui demande, dites monsieur, votre chat, il est tatoué? Et le mec répond, bah sup, le chat est à moi. En fait, je crois que tout simplement, j'aurais voulu être un artiste. Je crois que tu vas aller travailler à l'usine comme tout le monde, oui. Bon ben, on commence l'interview en disant que c'est pas très sérieux. Vous allez faire une interview bourrée, si je comprends bien. Alain. Mais on va essayer de ne pas être trop bourré. Parce que, en fait, Yuri est ici pour la première fois dans l'émission, mais ça fait des mois que tu insistes pour qu'on le rencontre. Oui, et si j'insiste pour qu'on le rencontre, c'est parce que j'estime qu'il a beaucoup de talent. Oui, moi je pense qu'il est... Je lui ai dit tantôt, mais je le pense vraiment, c'est qu'il a un certain avenir. Un avenir certain, ça reste à démontrer, mais il a un certain avenir parce qu'il a beaucoup de qualités en main. Eh bien, tu vois, Bob, moi, j'enlèverais le mot certain. Moi, je dirais qu'il a un avenir. Et j'en suis certain. Là, je le mets certain, mais après. Et donc, j'ai commencé par enfant à faire des stages comme ça à Neuchâtel, des stages d'impro, de clown, de danse. Et puis à l'adolescence, je me suis formé à tout ce qui était gym. J'ai fait vraiment de la gymnastique, mais poussée. J'ai fait des compétitions internationales et tout ça. Ensuite, je me suis carrément mis dans une école de gym, ou comme une école de sport ou de foot, sauf que l'option c'était gym et athlétisme. Je pense que faire rire, c'était un peu ma manière à moi de lâcher prise et de mettre de la distance avec la réalité qui était un peu dure quand j'étais enfant. Je pense que je me souviens, mes parents se disputaient beaucoup. Et donc le fait de faire le pitre et de faire le clown et de les faire rire me donnait l'impression, parce que c'était une illusion évidemment, de contrôler la situation, de leur permettre de moins se disputer. Et donc du coup j'avais ce sentiment-là et donc je me suis dit mais en fait c'est quelque chose que j'aimerais bien faire comme métier, faire rire les gens. Et parallèlement à ça aussi j'étais un enfant qui j'avais pas la télé par exemple. Et donc du coup j'ai passé beaucoup de temps seul à jouer avec mes G.I. Joe, mes Playmobil et à me créer des histoires dont j'étais souvent le héros. Et je me suis dit, mais en fin de compte, quand j'ai vu qu'en fait c'était un métier en regardant la télé, j'ai dit, mais c'est quoi en fait? On m'a dit, mais en fait c'est un métier, ils jouent des... Je dis, mais c'est ce que je fais dans ma chambre toute la journée en fait. Je dis, mais s'il y a un métier, c'est ça que je veux faire. Et c'est vraiment de là qu'est née cette passion pour le jeu et pour le rire.
Je me fais une réflexion. Oui. Je trouve que tu es très sérieux pour quelqu'un de comique. Mais beaucoup. C'est souvent le cas. Hein. Oui, souvent. Ouais. Mais très, souvent, oui, c'est ce qu'on dit. Très sérieux parce que. Les grands clowns sont des gens tristes. Ouais. Non, mais il y a des gens qui font marrer tout le monde dans un café, etc. Tu les mets sur une scène, c'est nul, c'est Mais zéro. il paraît que De Funès n'était pas aussi marrant. Mais non, mais comment très, tu expliques très ça? Et c'est la vérité, hein. Les grands comiques sont souvent des gens très sérieux. Ouais. Maintenant, Cathy va s'occuper de toi. C'est ça. Mais c'est une grosse nouvelle, ça, parce que Cathy, c'est du costaud. Hein. Oui, non, c'est génial, c'est super. Tu vas souffrir, hein. Oui, mais dans le bon sens, parce qu'elle me fait beaucoup travailler sur l'addiction, sur le placement, la voix, le positionnement, en fait, tout ce que tu fais sur scène doit avoir un but. Tu peux pas juste lancer quelque chose. Tout a un sens, et c'est super parce que ici avec Cathy, je fais vraiment un travail de mise en scène. J'ai fait un travail de texte avec Marc Andréini, un travail de collaboration artistique avec Angel Ramos Sanchez. Et du coup, maintenant, j'ai fini le travail avec eux et Cathy va vraiment être la personne qui va vraiment emballer tout ça et pouvoir le fond a été travaillé. Maintenant, on va vraiment travailler la forme avec Cathy, quoi. Enfin, on passera sur le fond. Oui, aussi, justement, parce qu'on parle du showman, mais il y a aussi l'homme de théâtre. Oui. Tu as joué dans l'héritage, et tu as joué aussi dans la pièce de Sylvie, la balade des pavés. C'est bien ça. Ici au Qu'est-ce que tu avais comme rôle là-dedans? Dans la balade des pavés, je jouais un homme qui s'appelle Jamal et je jouais un sans-abri qui s'appelait Polo. Ça joue avec Amandine aussi. Amandine Carlier dans l'héritage. Dans l'héritage. Souvent dans l'émission. Et là aussi, c'était aussi à contre-emploi. Et j'aimais bien ton rôle dans l'héritage, justement. C'était aussi une très belle expérience. Au début, tu étais... Et c'est vrai qu'il était passé du personnage fort, dominateur, à celui de victime. Et c'était bien. Au niveau de la panel et de la différence de variation de couleurs qu'on peut mettre dans les personnages, c'était hyper intéressant. Mais par défaut, tous les personnages, toutes les choses que j'ai pu jouer ont été hyper intéressantes. Et j'ai beaucoup de chance. On me demande parfois de faire des choses qui vont tout à fait dans mes cordes, ce côté un peu farfelu, un peu à la De Funès, quoi, ou que Poulvoort peut avoir aussi. Et parfois totalement quelque chose à contre-emploi. Et on retrouve derrière Gaëtan Faussaire. Hein. Ouais. Oui. Tout ça, c'est De Funès et tu as cité De Funès et Poulvoort. Mais moi, je trouve qu'il a un petit côté Jean Dujardin. Tu regardes bien l'affiche. Mais ça, c'est physique. Déjà physiquement. Hein. Oui, tu fais du théâtre, tu fais un one-man show. Mais comment est-ce que tu parviens à combiner les deux? Parce que ce sont deux disciplines assez différentes, malgré tout. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais en fait, j'ai dansé vraiment professionnellement pendant 10 ans. Dans des groupes? Oui, c'est ça, dans des compagnies. J'ai essayé 1 ou 2 écoles de théâtre, à ce moment-là, ça n'a pas marché, donc je suis parti au Club Med, d'où le trapèze volant, que j'avais déjà commencé à Bruxelles. Parallèlement, j'avais fait beaucoup d'impro, j'ai fait 10 ans d'impro à la FBIA, et je suis rentré du Club Med et je me suis dit, je vais continuer, j'ai fait ma formation de comédien à Parallax, et à côté de ça, j'ai continué à me former en tant que danseur, et donc en fait, pendant 10 ans, ça a été vraiment que la danse, en continuant tout ce qui était tournage, cinéma et tout ça, pub beaucoup aussi. Mais c'était vraiment beaucoup la danse. Et puis je me suis blessé, j'ai été opéré, et à ce moment-là, ça a eu un impact assez fort sur un changement de vie. Parce qu'entre-temps, j'avais mon père qui était décédé, donc j'avais connu une période assez difficile. Et en fin de compte, je me suis dit, mais j'ai la danse, j'ai la guitare, le chant, pourquoi pas essayer de faire un mélange? Et en fait, dans le one-man show, c'est là où je peux, c'est le facteur où je peux vraiment tout rassembler, tout mettre ensemble, et en fait où je suis le plus libre, parce qu'en fait je peux tout faire, quoi. Mais tout ça doit se construire, il y a un scénario, il faut quand même... Ça a pris, ça a pris au moins 2 ans pour écrire le spectacle, donc chaque fois tester des 10 minutes. C'est toi qui l'écris du début à la fin le spectacle. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, j'ai quelqu'un qui mène au niveau de l'écriture, qui est Marc Andréni, et puis maintenant Cathy qui me met en scène. Une question peut-être idiote, mais il n'y a pas de question idiote. Il n'y a pas de question idiote, il y a des réponses idiotes. Si tu devais choisir entre le théâtre et le one-man show, si tu devais un jour faire un choix. Il n'y a pas. J'espère que ce choix n'arrivera jamais. Non. Mais non, c'est très difficile. Oui. Très difficile parce que le one-man show, j'ai une certaine liberté, mais je pense que justement la liberté est un peu parfois dans la contrainte. Et donc avec le théâtre, justement, ça me permet parfois justement de ne pas faire ce que je veux, de devoir... comprendre ce que l'autre veut, essayer de le défendre et de lui donner le mieux possible. Et donc c'est aussi un challenge intéressant en fait. Et ici au Fou Rire, qu'est-ce que tu vas faire? Alors ici, on va travailler la mise en scène du spectacle. Et donc on va continuer là-dessus. Uniquement sur Yuri alors? Sur Yuri, mais parallèlement, on continue la pièce chez Charlotte Auqueux. Il va y avoir la balade des pavés qui va continuer aussi. Quels sont tes contacts avec Sylvie?
Godefroy. Oui. D'abord, je suis à la SABAM pour tout ce qui est droit d'auteur et tout ça. Oui, mais je veux dire. Donc, quel genre de fille c'est? Elle est horrible, détestable. Ce qui est marrant, c'est qu'à côté il y a sa fille. Donc si vraiment c'était le cas, je serais vraiment embêtée de. Non, ça a été une super expérience. C'est une femme qui a aussi connu quelque chose de pas facile. Et je pense que toutes les personnes que j'ai rencontrées ici au Fou Rire sont des gens, des belles personnes, comme je dis, avec une belle âme, un beau fond. Même celles que tu rencontres aujourd'hui. Oui, mais bien sûr. mais de manière générale, je pense que si tu es bien avec toi-même et que tu fais les bonnes choses et que tu essaies de vraiment être le plus droit dans tes bottes, la vie t'écarte des mauvaises personnes. Je pense aussi qu'en Belgique, je pense que les Belges sont profondément gentils. Et tu as rencontré Jean-Claude Van Damme. Plusieurs fois, ouais. J'ai vu une photo. Lui aussi, c'est un super. Il est aussi très gentil. Il a vraiment mais c'est vrai. Pareil, j'ai pu rencontrer quelques autres acteurs français. Et lui a vraiment ce truc très friendly. Il te prend, il te fait un Tout le monde se fout de sa gueule, mais en fait, il paraît qu'il est très sympa. Il est très sympa. Il est beaucoup plus malin qu'on le croit. Il est de Berchem-Saint-Agathe. C'est quelqu'un de très bien. Et j'ai été dans la même école que lui. Et je pense que moi, ça a été une de mes idées. C'est pas pour rien que je l'imite et que j'ai fait beaucoup d'art. Il imite très bien d'ailleurs. Merci. Il imite dans son spectacle. Ouais, c'est plus une caricature que de l'imitation, parce que j'aurais pas la prétention de dire que. Et quand tu l'imites, il te met une pêche ou quoi? Non, j'aimerais, parce que je l'ai plus vu depuis que. Ouais. Mais voilà, et donc la petite particularité, c'est que je fais le grand écart et tout ça, donc il donne un Van Damme. Oui, alors il met la casquette et tout, comme Van Damme, il est. Oui, non, c'est bien. Attends une fois, vas-y. Un petit échantillon de ton spectacle, comme ça maintenant. Comme ça, aller à chaud comme ça, ou à froid, je sais pas, parce qu'il fait un peu froid. À froid, oui, mais c'est-à-dire une partie, un sketch ou Oui, fais un petit sketch, un petit truc comme ça. J'ai pas mais je peux faire un peu, quand je fais Van Damme, tu sais, je parle comme ça, ok. Allez, fais-nous Van Damme. Fais-nous Van Damme, voilà. Ok. Attends. Je te prends toi uniquement. Voilà, vas-y, fais-nous Van Damme. Tu sais, j'adore la salade, je t'explique. La salade, elle fait le full ça avec le non. Toi, tu prends la salade, tu la manges, tu la digères. Après, ton corps, il meurt. C'est comme ça, c'est la vie. Tu vis, tu meurs, tu vis. La vie est longue, mais elle passe vite. Une fois que tu es mort, ton corps se fait enterrer dans la terre. Ton corps redevient salade. La salade a fait le full ça et que là, ok, tu sais, c'est normal. Il faut être aware. immenses dans lesquels il peint dans un style expressionniste et des couleurs vraiment exubérantes des visages de ceux qu'il nomme lui-même des maudits, des créateurs farouches et révolutionnaires comme Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Camille Claudel, Soutine, etc. Un personnage hors norme que Karine Lordéguin est allée rencontrer dans sa tanière de Gerpine, tout en reconnaissant au passage, bravo pour sa culture, un portrait sauvage de Franz Kafka. Léo Ferré disait de lui, il vous prend par les yeux et puis il ne vous lâche plus. Bonjour Monsieur Szymkowicz. Bonjour. Je suis ravie que vous ayez accepté notre interview parce que ça faisait longtemps que je voulais vous interviewer. Mais Bob n'écoute pas toujours ce que je lui dis, donc j'ai dû insister. Ça c'est vrai. Parce que moi je ne connaissais pas. Et pourquoi avez-vous dû insister? Et comme j'avais vos coordonnées, puisque nous nous sommes rencontrés par hasard. Oui. Où ça? Où ça? Dans un restaurant. Oui, voilà, c'était dans un restaurant. Dans votre vie privée, ça ne nous concerne pas. Hein. Ouais. Et donc j'ai dit, est-ce que vous êtes bien Monsieur Szymkowicz? Et il m'a dit, je ne sais pas. Et vous, qui êtes-vous? Et j'ai dit, moi non plus, je ne sais pas qui je suis. Et ça a commencé comme ça, voilà. C'est un bon début, hein? Oui, c'est un excellent début. Un excellent début. Ça commence bien. Voilà. Voilà, donc nous sommes ici à Gerpine. Oui. En plein centre
centre de votre atelier. C'est l'atelier dans lequel vous travaillez. Vous n'en avez pas d'autres à la cave, au grenier, dans le jardin, c'est ici. C'est très impressionnant en fait. En tout cas, pour une émission vidéo, enfin une émission télé comme la nôtre, il n'y a pas mieux que, j'allais dire, à Capharnaüm comme ça. Déjà. Oui, ça tourne, oui, bien sûr, ça tourne. Il n'y a pas mieux, parce qu'il y a de la lumière, il y a des couleurs, il y a partout. Donc, on peut dire que déjà, c'est gagné au niveau, en tout cas, de l'environnement. Le contenu, on va voir. Oui, bien sûr. Enfin. Un artiste, qu'il soit peintre, qu'il soit sculpteur, qu'il soit écrivain, peintre, quand il est enfant, il ne sait pas que c'est un artiste. Il ne le sait pas du tout. Il faut un révélateur. Il faut que quelque chose se passe. Pas un révélateur qui va vous faire dire je suis peintre. Il faut une circonstance. C'était la naissance des livres de poche. Ah oui. Et les livres de poche étaient illustrés par des espèces de peintures. C'était des illustrateurs, mais qui agissaient quasiment comme des peintres. Et je me souviens de quelques couvertures, comme par exemple Terre des Hommes de Saint-Exupéry, où la couverture était illustrée par un visage, un aviateur, enfin une tête. Et ça veut dire que les visages, les têtes humaines m'impressionnaient. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais absolument rien. Et d'une façon encore plus spectaculaire, vais-je dire, il y avait les cinémas. Et ces 3 cinémas à Charleroi avaient la particularité, pour chaque film, il y avait d'immenses panneaux, enfin, où des décorateurs, des peintres décorateurs, illustraient des images, des scènes du film. Et ces panneaux m'impressionnaient. Je devais avoir là peut-être 6 ans, 7 ans. J'étais un très bon élève à l'école primaire, puis je suis entré à l'Athénée de Charleroi, mais ce que je souhaitais faire plus tard, comme on dit, c'était être médecin. Mais je dessinais, parce qu'on ne sait pas pourquoi on fait ça. À l'académie, vous rencontrez des gens qui sont des gens importants, et vous avez beaucoup de chance de tomber sur des gens comme Camus, etc. Oui, c'est une chance extraordinaire, d'ailleurs. À partir du moment où vous créez votre atelier, vous allez à Charleroi, puis à Mons, puis vous allez à Bruxelles, puis vous revenez à Charleroi, puis vous allez à Gerpine. Donc, petit à petit, vous avez créé l'environnement nécessaire à ce que ce talent se développe. Mais j'ai créé un atelier, je faisais comme je pouvais. Je vivais chez mes parents. Il y avait une pièce vide au 2e étage, et c'est là que j'ai envoyé cette petite pièce et que j'ai peint. Il faut trouver un endroit pour peindre. Et vos parents ne vous ont jamais dit que c'était pas un métier et qu'il fallait faire autre chose que de peindre dans la vie? C'est-à-dire que j'ai eu... Votre père était cordonnier, je crois. Hein? Mon papa était cordonnier. J'ai eu une chance inouïe d'avoir des parents comme ceux-là. Mais il y avait effectivement, comme vous le suggérez, il y avait effectivement une peur. Ça vous a influencé, Kafka? Vous avez lu Kafka? Mais on est toujours influencé par ce qui vous... Et vos grandes influences, alors c'est quoi Mais moi, je suis étonné du fait qu'on parle de Kafka, en fait, vous êtes influencé par tout ce néo-expressionnisme qui s'est développé autour de Vienne et dans le monde des Yiddish, des Juifs aussi. Oui, il faut faire attention aux termes, à ne pas se laisser enfermer par les ismes. Oui, mais quand on entre ici, c'est frappant, hein? Oui, mais il ne faut pas... trop étiqueté et trop... Non, mais... enfermé. Oui, non, mais quand on parle d'art et de peinture, il faut avoir près de soi une poubelle. Et y mettre et jeter dans la poubelle tout ce qui nous encombre. Tout ce qui nous encombre pour pouvoir regarder la peinture. Je ne vais pas mettre les expressionnismes dans une poubelle.
je veux mettre le terme dans une poubelle comme je mettrais l'impressionnisme ou tout autre terme. Si vous voyez les peintures rupestres dans les cavernes, mais c'est de l'expressionnisme. Tout à fait. Donc il faut faire attention, il faut se méfier des termes. Mais si vous sortez d'un atelier et que vous dites à un voisin, tiens, j'ai vu monsieur un tel, il va vous dire, c'est quoi son truc, c'est quel genre? Vous allez devoir, vous êtes obligé de donner... Non, on n'est pas obligé. Il ne faut pas céder à ça. On n'est pas obligé, on n'est jamais obligé. Et il ne faut pas céder à ça. Oui, mais c'est pas Hergé, ce n'est pas Rubens, c'est quoi? Ah ben, vous savez qu'il faut répondre? Allez, c'est Chimkovitz. Non. Mais non, même pas. Non, mais ça m'intéresse. Allez voir. Ouais. C'est tout. Voilà. Il a quitté, Monsieur Bob a quitté les ismes et il est dans la troisième. Comment? Il provoque. Et donc, voilà. Il y a des poubelles ici. Voilà. Poubelle. La poubelle. Mais vous n'hésitez pas dans la matière. Vous, un tableau chez vous, il doit peser son poids parce qu'il y a une telle densité de couleurs qui... Oui, mais ce n'est pas... Mais bon, vous avez un tableau qui est ici, un autre qui est là derrière nous, et qui n'a pas la même consistance de matière, donc il ne faut pas en faire un... Ils sont quand même le même style. Comment? Vous avez un style qui est le même. On le retrouve. Le style, c'est aussi... Voilà, encore la poubelle? Notre poubelle ne sera pas assez grande. Oui. Je sais bien, cher ami, qu'on est bien obligé à certains moments de mettre les mots. Mais... Moi j'ai l'impression que vous avez des toiles avec énormément de couleurs qui est plaquée sur la toile et puis au milieu de ces couleurs on voit deux yeux qui expriment quelque chose. Il n'y a pas que des yeux, il y a des bouches, il y a des oreilles. Mais les yeux sont quand même très spéciaux. Hein. Mais, interrogatifs. Quand on parle avec quelqu'un, on ne regarde pas son épaule, on regarde son visage. Ouais. Et quand on regarde son visage, on regarde ses yeux. Et vous parliez d'affiches tantôt. Vos toiles sont toutes très grandes. Ce sont des affiches en fait. Elles ne sont pas toutes très grandes. Non, mais beaucoup. Mais que voulez-vous dire en fait? Simplement que vous avez un style. Et ce style, c'est ce que je vous ai exprimé tantôt, qui est le vôtre évidemment, mais qui fait penser au néoréalisme, au néo-expressionnisme, qui fait penser à Kokoschka, qui fait penser à d'autres peintres. Il n'y a rien à faire. Moi, je ne peux pas faire autrement que de me dire... Il y a une question que je voudrais vous poser. Vous avez une grande toile blanche ici. Ça me plaît. Vous avez dit que vous commencez... Comment travaillez-vous ce genre de toile? Je ne veux pas vous dire comment je travaille. Quand je travaille. Il n'y a pas une seule... Mais c'est pour ça. Il n'y a pas une mécanique. Il n'y a pas... C'est comme si vous me disiez comment est-ce que vous fabriquez votre chocolat. Mais bon, il faut faire qu'au chocolat, on pense aussi. Puis, mais la peinture, il n'y a pas qu'une seule façon de la commencer, de la terminer. Donc tout ça c'est pas un système. C'est pas un système. Pourquoi un peintre dans sa vie ne peint-il pas qu'un seul tableau en fait? Il pourrait peindre un tableau. Oui. Alors pourquoi doit-il en faire un deuxième et un troisième et un centième? Parce que le désir est là. Parce que le besoin est là. Oui, la nécessité. Voilà, donc se renouveler. Le renouvellement, si ce mot a un sens, n'a rien à voir avec la formule, ni le système, ni le procédé. Est-ce que vous vous dites un matin en vous levant, tiens, je vais faire le portrait de Kafka, ou bien je vais faire une toile, et vous ne savez pas ce que vous allez faire, vous êtes devant la toile, et puis vous commencez, et puis la création se fait. On a une petite idée de ce qu'on va faire, évidemment. Oui. Ça bien entendu. Ah, oui. Vous avez bien connu Léo Ferré, et vous avez fait pour lui la pochette d'un de ses disques. C'est une longue amitié. Comment est-ce qu'elle est née? C'est un ami? C'est-à-dire que, vous savez, il faut toujours être humble devant les géants. Et on peut très bien dire, oui, j'ai été un ami d'Elizabeth Taylor, ou j'étais un ami de Patrick Bruel, ou quoi. Je me garde bien parce que les gens aiment bien s'approprier des célébrités. Je reste très très humble. Nous sommes connus personnellement pendant plus de 20 ans et
Et je pense qu'il y a eu une estime réciproque. Vous avez connu son chimpanzé? Mais c'est-à-dire que quand on parle de Léo Ferré, il y a des gens qui parlent de son chimpanzé, mais ça c'est une chose tout à fait annexe, qui n'a pas de... ce n'est pas essentiel, c'est loin d'être essentiel. Pourquoi assez vite parlez-vous du chimpanzé? Mais oui. Parce que ça m'amuse d'associer des caricatures à côté des choses essentielles et fondamentales et que les deux vont ensemble. Pour les gens, Léo Ferré, c'est une ou deux chansons, c'est quelques poèmes et c'est le chimpanzé. Mais ce que vous dites là, comment vais-je dire, je trouve ça très important ce que vous dites là. Je trouve ça très important pour que je puisse détruire ce que vous avez dit. La poubelle. Plus que ça. Mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Alors qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Il faut dire, mais voilà, mais découvrez son œuvre. Allez le voir. Comment? Allez le voir, comme pour votre peinture. Allez le voir. Vous savez, les gens aiment bien fouiller dans la vie des gens avec un nez de cochon, quoi. Et oui, mais alors, bon, et alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Je trouve qu'il faut que ça fait partie de sa vie, et nous ne devons pas nous mêler de ça. L'essentiel, c'est l'œuvre. Voici la suite des chroniques de Marc Kageber consacrées à l'histoire de la littérature belge d'expression française. Nous voici arrivés sous le règne du roi Albert Ier. C'est juste après la Première Guerre mondiale et la Révolution russe de 1917, une période particulièrement mouvementée, mais que l'on a quand même appelée la Belle Époque. Marc Kageber va nous expliquer pourquoi. Marc Kageber, dans un premier temps, naïvement, je pensais qu'on allait pouvoir parler de l'entre-deux-guerres en une émission. Ça vous fait rire? J'aime votre optimisme. Oui. Parce que je vous ai dit un jour, aujourd'hui, le 19e siècle belge est devenu un boulevard. Oui. Et l'entre-deux-guerres est d'une complexité folle, oui, avec des courants tellement contradictoires si on ne veut pas trop simplifier, il faut séquencer. Mais alors, il y a évidemment la chose très curieuse qui va se passer en Belgique. C'est Dada, ou le pré-Dada en Belgique. Mais ce qu'on ne peut pas dire que c'est très curieux, c'est que bon, après la guerre, il naît en fait en Belgique une certaine prospérité économique, et puis on arrive dans ce qu'on appelle la Belle Époque. C'est comme si les gens s'étaient dit on va vivre autrement, on va en profiter, c'est la Belle Époque. Et en même temps, c'est une période de reconstruction économique complexe et de montée des extrêmes. Je veux dire, la marche de Mussolini vers Rome, elle a quand même lieu au début des années 20. Sur le plan littéraire, on voit une infinité de noms apparaître, mais il y a un mouvement qui est tout particulier, je trouve, et dont on a encore la connaissance maintenant, même si on ne sait pas très bien ce que c'est le mouvement Dada. Et dans le mouvement Dada, il y a un nom qui revient, c'est Clément Pansars. Mais le cas de Pansars, qui est par ailleurs un sculpteur, ouais, est un cas très particulier parce que il est précepteur des enfants de l'écrivain allemand Karl Sternheim. Dans le courant de l'année 1917, Pansars lance une revue qui s'appelle Résurrection, avec la bénédiction et l'appui financier de Berlin. Ce
qui devient quand même fort intéressant. Il aura des ennuis d'ailleurs. Hein. J'ai lu un truc très curieux de Pansars. Il dit, que sais-je, si j'avais été d'un autre pays, peut-être eussé-je été nationaliste, mais nationaliste belge. Il n'y a pas de mot plus ridicule que le mot belge. Observez la figure d'un enfant qui ne l'a jamais entendu et dites belge, il rit aux éclats. Je parie tout ce qu'on veut qu'il rit. Bon. Mais après la guerre, il va à Paris. Oui. Et là, il rencontre quand même Éluard, Breton, Picabia. Après la guerre, c'est comme les années folles, si on peut dire. Après la guerre, il entre dans une trajectoire, qu'on peut dire, de météore, puisqu'il va mourir dans des conditions très jeunes, douleur physique épouvantables. Même pas 40 ans. Et donc, la fin de la guerre, le sort de la problématique belgo-belge, si on peut dire, et le fait entrer dans la perspective des avant-gardes radicales qui ont pris corps à Zurich en 1916 avec Tristan Tzara. Oui. Zurich, on se trouve par ailleurs un certain Lénine, oui. qui est là pour qui se cache. Bon. Mais c'était dans un moment où la littérature est au pinacle, où elle est idéalisée, elle est célébrée et tout. Appeler un mouvement littéraire Dada, c'est un pied de nez presque carnavalesque à l'institution littéraire. Mais les titres de leurs ouvrages, lui, c'est Pampon, Cul du nègre, Crotte de bique, Couille en douille. Voilà. Ils se lancent de l'écriture automatique, enfin, ils essayent un peu tout, et surtout ces mises en page sont très particulières, alambiquées. Enfin. Petite prostituée, l'air un peu satire, tu marches, je fainéante. Te suivre à ton garni, tu es si dégarni. Repose-toi, éreinté, je suis paresse. Mon toucher se souvient de la fraîcheur orgiaque de ta chair en chaleur, mon ouïe de ta gorge ânante. Je suis paresse, moisie avec moi, quelle luxure ta gourmandise païenne. Tu penses à ton sofa malicieux, les taches de vis rancis l'illumineront de dessins humoristiques. Le collectionneur y flairera une patine antique. On voit bien qu'il cherche formellement à sortir la poésie pour simplifier, de l'alexandrin. Bon. Et il ne faut quand même pas oublier que c'est un contemporain d'Apollinaire. Apollinaire qui va faire des calligrammes. Et donc, Aragon aussi, hein. Oui, mais les calligrammes, c'est Apollinaire. Oui. Donc, il fait des poèmes dont la forme, la mise en page correspond par exemple aux plumes d'un cygne ou un jet d'eau. Bon. Mais ça me fait penser, parce que c'est un mouvement qui a jailli, qui a explosé et qui s'est très rapidement terminé, au groupe Cobra par exemple. Lui aussi, en quelques années, ça s'est créé et ça a disparu presque aussi vite. Je serais plus nuancé que vous. Par rapport à Cobra, on en parlera un jour. C'est-à-dire que la durée de Cobra en tant que telle, ça c'est en effet comparable, c'est 3 ans, et ils se sabordent. Et ils se sabordent volontairement, mais leur histoire continue. Alechinsky, D'Autremont, Yorn, Apple, le groupe Cobra continue après les 3 années d'efflorescence de la vie de groupe. Dans le cas de Pansars, évidemment, la question est très compliquée, parce que les 3 ans sont de nouveau présents, mais elles se terminent par la mort de Pansars. Et en France, Tzara restera jusqu'à la fin de sa vie un grand personnage de la vie littéraire. Et puis, en Belgique aussi, d'ailleurs, le surréalisme succède au dadaïsme. C'est une différence. Il y a aussi la fameuse affaire du portefeuille. À Paris. Oui. C'est un sale gamin, Pansars. Oui, mais qui a été quelque part une des raisons pour laquelle le groupe Dada s'est disloqué. Ils se sont critiqués l'un l'autre en disant c'est toi qui as piqué le portefeuille. Oui, une des raisons. Moi, je crois que les dynamiques de groupes créatrices ne sont jamais très longues. Et elles sont dans une telle hystérie collective que, forcément, il y a toujours un point débile par rapport à la question centrale. C'était le cas dans Cobra aussi, hein. Oui. Et entre Nouget et Magritte, ce sera parce que Nouget avait ricané sur le chien de Madame Magritte. Voilà. 30 ans d'amitié, de travail ensemble qui pète pour une histoire de chien, c'est quand même... Donc,
Mais vous avez raison, l'histoire du vol. Alors, on ne peut pas exclure que ce soit Pansars connaissant le bonhomme. Et les besoins financiers qui étaient les siens. On peut résumer. Ils sont quelque part dans une taverne, ils trouvent un portefeuille avec de l'argent dedans, et puis ils décident de ne pas le remettre au gars qui l'a perdu, et puis ils se disputent entre eux pour savoir qui va avoir cet argent, comment on va l'employer, et puis de là,